مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج تيجيني تولك. Alors ce soir, j'ai le plaisir de recevoir une sociologue, Madame Myriam Bousselmati. Madame Bousselmati, salam alaikum. Alaikum salam, bonsoir à tous. Bonsoir Madame Bousselmati. Alors ce soir, je vous reçois parce que vous venez de publier une première publication, on va dire, sur une étude que vous avez réalisée avec votre sœur aussi, Amina Bousselmati. Vous êtes toutes les deux sociologues et donc vous avez réalisé une étude sur l'identité des femmes musulmanes bruxelloises. Alors d'abord, quel est le titre exact de cette étude et dans quel contexte vous l'avez réalisée? Ok, donc le titre c'est l'islam à la belge, donc identité plurielle des femmes musulmanes bruxelloises. Et donc l'objectif de ce livre, il y aura une publication très prochainement donc, de ce livre, c'est mieux comprendre l'identité des femmes musulmanes bruxelloises. Et on a voulu donc étayer cette analyse par une enquête sur le terrain. Donc d'abord, nous avons effectué une observation participante dans notre public cible qui sont les femmes musulmanes donc, bruxelloises. Et dans un deuxième temps, nous avons effectué un sondage auprès d'une moyenne de 1335 femmes pour mieux analyser cette évolution, surtout au niveau vestimentaire, puisqu'on voit, tout un chacun peut voir qu'au niveau de la visibilité publique sur le terrain, qu'il y a une évolution donc, vestimentaire au niveau de la femme musulmane bruxelloise. D'abord, dans quelle perspective vous avez réalisé cette étude? Est-ce que ça vous a été commandité par un sens particulier ou bien vous l'avez fait d'initiative? Non, pas du tout. Donc, on est une équipe de chercheurs donc, indépendants. Nous avons travaillé avec donc, des sociologues, des diplômés en sciences politiques et puis toute une équipe d'enquêtrices. D'ailleurs, je profite pour les remercier du travail sérieux qu'ils ont effectué pour justement mener à bien cette réussite. Parce que justement, on trouvait qu'il manquait... Il y a beaucoup de littérature, donc sur le voile, sur la femme musulmane, qui existe sur le terrain, mais on s'est plutôt penché sur une réalité plus concrète. Donc c'est un travail empirique, de terrain, où on voulait écouter ces femmes et voir un petit peu leurs ressentis, leurs sentiments par rapport à comment elles vivent leur islam entre guillemets à la belge et finalement un islam bruxellois. Et on verra qu'au fur et à mesure donc, de cette enquête qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dévoilées et à notre grand étonnement, ça donne vraiment un résultat assez probant. Alors d'abord, avant de parler de la femme musulmane, on parle beaucoup de la communauté musulmane, surtout qui vit à Bruxelles. À combien l'estimez-vous, cette communauté musulmane ou ces musulmans de Bruxelles? Donc à plus ou moins 22% donc, de la population. Et, en chiffres numéraires, ça donne combien? 600, au niveau national, donc nous avons 600 000 citoyens d'origine musulmane, parce que c'est très difficile aussi de comptabiliser, étant donné que dans les statistiques, c'est repris dans un chiffre global au niveau statistique. Et à Bruxelles, ce qu'on a relevé, c'est nous, on s'est pointé finalement sur une estimation, donc c'est ce qu'on a fait, une extrapolation, une estimation sur le nombre de femmes d'origine musulmane, toujours à prendre sous les pincettes, c'est ce chiffre de 129 000 femmes musulmanes. Quand on dit femmes musulmanes, c'est à partir de la jeune petite fille de 1 mois. Oui. Mais c'est une extrapolation, donc ça veut dire que nous, on s'est basé sur ces chiffres-là pour mieux scinder, pour mieux cibler notre public cible, parce que, comme je vous l'ai dit donc, au début de cette émission, l'enquête ne couvre pas l'entièreté donc, de l'identité des musulmans bruxellois, mais c'est essentiellement le côté femme qui a été analysé. Alors la femme musulmane déchaîne les passions, tout le monde parle de cette femme musulmane que certains présentent comme une femme opprimée, oppressée, utilisée, etc. Et d'autres qui parlent d'une femme musulmane libérée, libre, épanouie, intégrée dans la société. Quelle est la première image, peut-être, selon vous, que vous présentez de cette femme musulmane bruxelloise? Oui, tout à fait. L'image de la femme musulmane est aujourd'hui mitigée. Elle est, au niveau de l'opinion publique, au niveau de la presse, elle est mise entre parenthèses dans toutes les sauces. Et nous, on a voulu apporter justement un éclairage scientifique par rapport à cette question. Et ce que nous avons développé, c'est plusieurs registres identitaires de la femme musulmane bruxelloise. Et on a voulu aussi démontrer que la femme musulmane, comme vous l'avez décrite, n'est pas cloisonnée sur un clone bien spécifique, qui a, au regard de cette femme musulmane que l'on voit
tout un chacun dans sa vie quotidienne, eh bien, il y a des registres différents qui sont propres à chacune d'elles, suivant leur vie quotidienne, suivant leur environnement, suivant la situation familiale qu'elles ont vécue, suivant aussi toute une série de paramètres qui corroborent certaines théories. Et nous, on a voulu justement faire un travail de déblayage, un travail d'éclairage par rapport à cette question, parce qu'on s'est rendu compte finalement qu'il y avait une multiplicité d'identités de la femme musulmane. Et ça peut être ici à Bruxelles, mais si on extrapole par exemple au Maroc, c'est la même chose. Il y a une évolution de la femme qui est vraiment multiple. Et ça, je trouve que dans la presse, on n'insiste pas assez. Parce que quand on parle des femmes musulmanes, et l'étude le dévoile aussi, c'est qu'on a toujours l'impression qu'il y a d'un côté les femmes qui se voilent, puis d'un autre côté, les femmes qui n'ont pas de voile. Donc, c'est ça qu'on a voulu mettre un petit peu à plat et essayer d'analyser ça plus en profondeur. Mais de manière générale, la femme musulmane, elle est intégrée, elle est épanouie à Bruxelles, puisque votre étude porte sur les femmes musulmanes bruxelloises, ou bien, de manière générale, je ne sais pas, elle est opprimée par je ne sais pas qui. On va parler de ce chapitre aussi. Oui. Oui, tout à fait. Si on prend par exemple l'axe citoyenneté, il est clair que la femme musulmane, comme toute personne habitant sur le territoire belge ou sur le territoire bruxellois, il est clair qu'il y a des droits et des devoirs à respecter. Donc, par rapport à cette question-là, si on intègre dans la totalité la femme musulmane dans le cadre de citoyenneté, c'est vrai que là, on voit qu'il y a des obstacles. Obstacles, parce qu'il y a une double altérité. Non seulement elle est fille ou femmes d'immigrés, mais en plus de cela, il y a une nouvelle connotation qui n'existait pas auparavant, c'est la connotation islam. Et aujourd'hui, on sait que mettre en avant l'identité islam est dangereux, susceptible de poser des questions sans réponse et aussi susceptible aussi d'avoir des amalgames, comme vous l'avez dit au début de votre émission, des amalgames qui sont vraiment... qui attaque en premier rang, je dirais, la femme musulmane ici en Belgique. Et c'est vrai qu'elle est dans une situation très difficile, parce que non seulement elle doit tout mettre en œuvre pour mener à bien l'éducation de ses enfants, l'éducation pour un meilleur. On trouvera dans l'étude aussi une évolution par rapport à l'évolution scolaire. Donc, il y a une évolution scolaire où on voit que les jeunes filles musulmanes ou les femmes musulmanes tentent vraiment de travailler et de réussir au plus vite et au plus fort leurs études scolaires, jusqu'à aller à l'université. Et donc ça, c'est une évolution qui est probante et qui... Cette femme, elle se présente comment en premier lieu? En tant que femme musulmane ou bien en tant que femme belge? Par rapport à notre objet d'étude, nous avons étudié essentiellement donc, les femmes de confession musulmane, donc qui rentrent dans un cadre musulman. Nous avons établi quelques questions de valeur. Quel est le regard qu'on porte vers vous? Et par exemple, il y a 25% des femmes qui estiment qu'on ne tient pas assez compte du respect, par exemple, de l'islam en général. Et 98% donc de femmes répondent, donc les répondantes répondent que 98% donc des femmes répondent que le respect de la femme musulmane, donc dans tout son ensemble, que ce soit vestimentaire ou culturel ou cultuel, doivent être respectés. Donc elles ont mis en priorité la valeur essentielle avant l'emploi, avant l'accès à l'emploi, c'est le respect. Pourquoi elles ne se sentent pas respectées, elles se sentent discriminées? D'après notre échantillonnage, d'après les répondantes et d'après ce que les femmes nous racontent, c'est qu'elles se sentent discriminées, mises hors jeu, et donc elles expliquent aussi leur cloisonnement par rapport à la situation de leur quartier, au fait qu'elles sont, le fait qu'elles n'ont pas accès, malgré leur diplôme, malgré leur motivation de pouvoir pénétrer la vie professionnelle, eh bien, on voit qu'elles disent qu'elles ne sont pas respectées dans leur religiosité. Mais l'enquête dévoile aussi que cela ne concerne pas seulement les femmes qui portent le voile, mais aussi les femmes qui ne portent pas le voile. Rien que le fait qu'elle s'appelle Madame Fatima, Madame X, et qui habite un certain quartier d'une certaine commune, eh bien là, elles peuvent être freinées dans le processus. Je ne sais pas si vous avez posé cette question. Le fait de se considérer comme discriminée, en quoi l'attribue-t-elle? Au fait de porter un nom d'origine maghrébin, ou bien le fait d'appartenir à une religion comme l'islam,
ou à d'autres raisons? Elle est d'après ce que les femmes nous ont répondu, c'est vraiment dans un priori le regard. Donc le regard, c'est est-ce qu'on va poser les mêmes questions lors d'un examen, par exemple, classique. Elle constate que, par exemple, et ça, c'est ce qu'on appelle aussi la discrimination, que les questions et les entretiens, voilà, les entretiens d'embauche ne s'effectuent pas. C'est comme si d'emblée, on les met dans les étapes de recherche d'emploi, mais d'emblée, on les exclut, mais d'une manière insigneuse, quoi. Est-ce que vous avez fait je ne sais pas si vous avez constaté une différence par rapport à votre échantillon de femmes sélectionnées à cet effet, à cette étude? Est-ce qu'il y a une différence dans les réponses quand on est une femme de la deuxième, de la troisième génération, ou bien quand on est une femme primo-arrivante, une femme issue de la première immigration, peut-être? Tout à fait. Tout à fait. Et cela, en réponse à plusieurs questions, parce qu'on a plusieurs fois posé les questions sur les valeurs, comment elles voyaient elles-mêmes leur regard par rapport à l'islam, leur regard par rapport aux pratiques musulmanes, par rapport à la transmission du savoir de l'islam, etc. Tout à fait. Les questions sont totalement différentes. Et ce que l'on peut constater dans notre public cible ici de 18 à 25 ans, c'est qu'on voit qu'il y a un esprit critique, qu'elles ont un objectif à atteindre. Donc c'est réussir d'abord au niveau des études, avoir accès au monde professionnel, que ce soit dans le secteur professionnel ou dans le secteur tertiaire. Donc elles veulent, on voit quand même des facteurs qui corroborent et qui expliquent qu'elles en veulent et qu'elles sont vraiment le produit de la socialisation de l'enseignement, parce qu'elles ont toutes poursuivi des études ici en Belgique, et on voit vraiment qu'il y a un esprit critique qui se fait et qu'elles se laissent. Alors, est-ce que justement beaucoup de femmes suivent des études jusqu'à leur terme, même universitaires, ou bien elles ne réussissent pas malgré tout à continuer ce cursus académique et ils arrêtent plus tôt? Oui, nous avons donc les deux cas de figure par rapport à cela, et ce que nous avons constaté, donc d'après les dires de ces répondantes, c'est que diplôme en poche, donc quel que soit le secteur. Prenons un exemple d'un secteur qui est ouvert au marché de l'emploi. Le fait que ces femmes vont postuler et que, bon, c'est humain, quand on vous refuse à plusieurs reprises le travail et que cette place reste vacante, c'est ça qui est... leur dire, c'est ça qu'ils disent, cette place, parce qu'elle retéléphone par après pour savoir si la place a toujours été prise. Non, la place n'a pas été prise, donc cette place est toujours vacante. Donc, c'est ça qu'il faut mettre en place, je trouve, des dispositifs pour arrêter cette discrimination. Et donc, elles se disent que même si on fait des études, même supérieures, et qu'on a un diplôme en poche, ça ne sert à rien, puisque finalement, on ne va pas trouver un emploi qui nous convient. Oui, moi je ne tombe pas dans le fatalisme, je constate, d'après notre échantillonnage, que certaines femmes, la plupart d'entre elles ont des diplômes en poche, elles postulent, elles n'arrivent pas à décrocher un travail alors qu'elles ont les compétences égales et elles se voient refoulées. Mais ces femmes, que vont-elles devenir sans avenir professionnel? On sait très bien que nous sommes dans un monde où l'aspect financier, l'aspect de carrière professionnelle, surtout que ce sont encore des jeunes, est important pour la vie de tous les jours, et elles se battent, elles tombent pas dans le fatalisme, elles se battent, et il y en a même qui font le sacrifice de changer de filière, de se faire rétrograder au niveau de leur carrière professionnelle pour arriver. Mais même dans ces cas de figure-là, on met des obstacles. Il y a de la discrimination tout simplement parce qu'elles portent le voile ou d'autres vêtements islamiques. Quelles sont les autres remarques ou conclusions de votre étude, Madame Bouselmati? Les remarques que nous avons, enfin il y en a plusieurs, elles sont multiples, c'est qu'il faut faire un focus sur ces femmes musulmanes bruxelloises qui sont avant tout des citoyennes. Donc ce sont des citoyennes à part entière. Elles participent à tous les échelons économiques, c'est-à-dire qu'elles font les courses, elles payent leurs taxes comme tout à chacun. Elles se disent, elles ont beaucoup de respect par rapport à leur pays, qui est la Belgique, et leur ville. Elles sont très attachées à leur ville bruxelloise. Donc, dans leur tête, elles sont à 100% donc l'islam à la belge. Mais on voit que de retour, il n'y a pas de compréhension, parce qu'on se dit, oh, mais finalement, elle porte le voile, ça ne sert à rien qu'on effectue un travail d'émancipation de la femme. Or, notre enquête prouve bien que sous
les vêtements du voile islamique, eh bien, ce sont des femmes émancipées, ce sont des femmes qui ont des choses à dire, ce sont des femmes qui travaillent, elles sont respectueuses des droits et des devoirs de la société belge et elles ont envie de participer intégralement donc, dans la société belge. Mais malheureusement, qu'est-ce qui manque? Le pôle d'inclusion sociale. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elles retournent dans leur ghetto, dans leur quartier ghetto, et là, malheureusement, elles se renferment à elles-mêmes. Et c'est triste pour la société, parce que la société perd des milliers de compétences par rapport à ça. Madame Oslimati, quand on voit un peu la réalité, quand on suit un peu l'actualité en Belgique, on connaît un peu la société, on voit aussi qu'il y a des femmes d'origine musulmane en tout cas, qui ont réussi, même en politique, il y a des députés, des échevines, même une ministre, etc. Des femmes qui travaillent, chefs d'entreprise. Est-ce que ça ne représente pas la réalité, ou bien, je ne sais pas, c'est un échantillon que vous avez sélectionné. Il n'est pas représentatif. Qui n'est pas représentatif de la région de Bruxelles-Capitale. Mais il explique quand même, ce qui est important ici, c'est qu'il explique vraiment quelles sont les valeurs propres. C'était un éclairage. Donc cette étude, c'est vraiment pour donner un éclairage sur qui est la véritable femme musulmane aujourd'hui, que l'on côtoie à tous les échelons. Vous parliez tout à l'heure de femmes politiques, c'est tout à leur honneur d'accéder à ces postes-là. On ne peut que les encourager. Mais à côté de cela, il y a tout un monde, toute une frange de la population intracommunautaire qui est exclue. Et ça, c'est la majorité selon vous? C'est la majorité qui est exclue, qui ont envie d'avoir un avenir réel par rapport à leur réalité professionnelle, mais malheureusement, elles trouvent un obstacle. Et c'est vrai que ce qu'on demande, par exemple, c'est un pôle d'attraction, c'est de demander au mouvement féministe qui existe de faire un travail avec ces jeunes filles, de dire créons un pont pour le vivre ensemble et développons des aspects. Pourquoi? Pour que le monde patronat, finalement, n'ait plus de réticence en voyant des femmes issues de l'immigration, comme je dis tout à l'heure, qui subissent la double altérité d'exclusion sociale, le fait d'être fille d'émigrés et le fait d'être musulmane à la pluie. Madame Oslimati, quand on parle de l'islam, on sait qu'il est aussi traversé par des courants fondamentalistes, extrémistes. Est-ce que vous avez remarqué que certaines femmes musulmanes bruxelloises sont aussi victimes de cet aspect négatif de la pratique religieuse? C'est-à-dire qu'elles sont victimes des pratiques fondamentalistes et extrémistes musulmanes? Oui, comme je disais tout à l'heure, il y a une multiplicité. Donc il y a une multiplicité, ici je parle de courants de pensée. Donc, qui traversent. Nous avons le courant malikite, le courant salafiste, le courant hanbaliste et d'autres courants. Et nous avons pu remarquer que dans notre échantillonnage, 9% de notre échantillonnage se déclarent donc être du courant salafiste, par exemple. C'est-à-dire plus rigoristes dans la pratique. Plus rigoristes dans leur pratique, mais encore une fois, quand on va fouiller au niveau des questionnements sur, par exemple, leur identité par rapport à leur lecture du Coran, par rapport aux sorties au niveau de la mixité, etc., nous voyons que malgré le fait qu'elles portent donc le djilbab, qu'elles se disent du courant salafiste, eh bien qu'elles ne se rendent pas compte, en fait qu'elles portent un discours qui n'a rien à voir avec leur vie quotidienne. Et c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de registre identitaire, c'est qu'elles sont quelque part, comme vous dites, étant donné qu'il y a un manque de référents. Parce que comme vous le savez, dans la culture musulmane, le seul référent, c'est un référent masculin. Et donc, en tant que femme, elles ne trouvent pas de référent féminin pour répondre à leurs questions propres de ressenti par rapport à leur religiosité ou par rapport à leur pratique quotidienne qui n'a rien à voir avec la culture. Alors justement, on va parler d'un cas pratique, par exemple, les traditions... je sais pas, de pratiques vestimentaires de ces femmes musulmanes. J'ai vu que vous avez fait tout un schéma avec des figures sur des tenues vestimentaires. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? D'ailleurs, on va voir le schéma en même temps. Oui, tout à fait. Donc, on a trouvé que c'était intéressant, vu qu'on avait une évolution qui ne cesse de croître au niveau de la multiplicité, toujours au niveau de la diversité de la tenue vestimentaire. Et ce que nous voyons ici, c'est par exemple la abaya qui vient d'Orient, donc qui vient de Dubaï, de Qatar, etc., représente par rapport à notre échantillon, donc encore une fois de 1335 femmes qui ont été sondées, représente 54%. Donc
54% de nos répondants déclarent le porter. Et puis nous voyons la djellaba, donc traditionnelle. D'origine marocaine. D'origine marocaine, qui était celle que nous voyons, qui était habitée par les femmes de la première génération et de la deuxième génération. Et puis on voit qu'au niveau de la troisième génération, elle tend à disparaître. Donc il y a un recul sérieux et on voit que 25% des femmes la portent encore aujourd'hui. Et puis nous avons le hijab, on appelle ça moderne, donc la troisième catégorie qui est de 9%. Et puis on a fait un focus en fait sur le djilbab qui est en cesse évolution au niveau de la sphère publique. Et le djilbab, il est de quelle origine? Du Moyen-Orient? Du Moyen-Orient aussi, hein. Donc du Moyen-Orient. Et là, en fait, ce que l'on voit, c'est que les 9%, c'est principalement des jeunes filles qui ont entre 18 et 25 ans. Donc de la deuxième, voire de la troisième génération. Oui, voilà. C'est quand même incroyable. Voilà. On est dans un pays occidental, dans la capitale européenne, et on voit des filles qui adoptent une tenue vestimentaire du Moyen-Orient, qui a je ne sais pas combien de... Voilà. Au dépend de la djellaba traditionnelle. Comment expliquez-vous ça? Au dépend de la djellaba traditionnelle marocaine, je précise bien, parce que, encore une fois, l'échantillonnage que nous avons donc analysé, elles sont principalement belges, mais d'origine marocaine. Et en fait, quand on analyse, on leur pose la question, donc ces femmes nous déclarent, oui, mais pourquoi portez-vous cela? Bon, d'un côté, il y a une reconnaissance au niveau... puisqu'elles sont exclues au niveau de la société moderne, au niveau de la société extérieure, il y a une reconnaissance au niveau de la société intracommunautaire. Donc, elles sont reconnues par la société intracommunautaire, et de par cela, elles adoptent directement un comportement libératrice. Donc, elles sont libérées de plein de critères et d'obstacles qu'elles avaient auparavant. Et deux, elles trouvent cela pratique. Donc, dans leur réponse, elles trouvent ça pratique. Par rapport à quoi, par exemple? Elles peuvent plus facilement sortir Tout à fait. En rue. Et c'est ça qui a démontré donc, la conclusion de notre livre, c'est cette dualité. Donc, d'un côté, nous avons les femmes donc, qui adhèrent. Donc, ces femmes-là, dans les 9%, nous avons... Qui portent le djilbab. Qui portent le djilbab. Nous avons un 2% qui sont vraiment rigoristes, qui ne feront pas une couche de maquillage, qui mettent les gants, etc. Et puis, on a le reste qui font un petit peu un mélange du moderne et de la tradition. Donc, ce mélange, c'est quoi? C'est justement une adhésion aux valeurs donc, d'un féminisme, d'un universalisme féministe d'émancipation et de liberté. Et aussi, elle se raccroche à quoi? À une idée de religiosité stricte. Et c'est le paradoxe-là que l'on voit dans les discours qu'elle nous apporte. Mais en tout cas, c'est une drôle de vision sur l'émancipation de la femme musulmane. Mais moi, je comprends bien, mais alors pourquoi ils n'adoptent pas la tenue vestimentaire traditionnelle de leur pays d'origine, le Maroc? Pourquoi ils adoptent une tenue vestimentaire jugée pour certains rétrograde de pays du Moyen-Orient? Écoutez, en tant Pourquoi que le Moyen-Orient n'est pas leur pays d'origine, le oui, Maroc? Tout à fait. En tant que sociologue, donc, nous, on ne porte pas de jugement de valeur. On rapporte les discours et les dires de ces personnes qui ont répondu au questionnaire et qui ont répondu à nos interviews. Et encore une fois, ce que je viens d'expliquer, c'est cette dualité. C'est pour ça qu'il y a un travail à faire de manière approfondie. Cette dualité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, au niveau de la société, elles se disent, voilà, nous sommes pour l'émancipation de la femme parce qu'on ne se laissera jamais dominer par les hommes. Malgré que nous portons le djilbab, on ne va jamais se laisser dominer par les hommes. Mais en même temps, il y a cette adhésion, parce qu'encore une fois, je vous rappelle, le 98% des répondants qui ont dit, nous, on veut qu'on respecte notre islam. On veut qu'on respecte notre tenue vestimentaire. Et excusez-moi, je termine juste mon raisonnement. Et ici, ce qu'elles veulent dire aujourd'hui à la société, c'est, coucou, on est là. Vous voyez cette dualité, à vous de travailler cette dualité avant que ce soit trop tard. Avant que nous risquons de revenir, mais vraiment là, dans la totalité, et d'abandonner l'aspect universel féminin, hein, qui est là, qu'elles vivent avec, donc elles se comportent, elles vont chez H&M, elles vont chez Zara, elles sont très mode, donc ça n'a rien à voir avec le salafisme, d'être fort mode. Donc c'est un genre de tenue vestimentaire pratique. Elles disent qu'elles sont pratiques. Mais un peu cette adoption de cette tenue, c'est un peu extrême comme comportement. C'est plus par réaction, selon elles, au refus de cette société de les intégrer ou de les accepter. Tout à fait, parce que l'évolution, encore une fois, par rapport à la première génération, deuxième génération, et c'est ça qui est pertinent dans cette étude, c'est que ces femmes, elles ont étudié, même si elles ont fait le secondaire, qu'elles ont le bac,
eh bien, elles ont étudié au maximum. Donc, normalement, avec le secteur tertiaire, nous sommes dans la ville de Bruxelles métropolitaine. Et il y a normalement, il y a tout un dispositif qui doit être mis en œuvre pour les aider. Elles voient qu'il n'y a pas de retour par rapport à ça. Et ici, c'est vraiment tirer la sonnette d'alarme. Alors, nous, ce qu'on propose dans la conclusion de notre livre, c'est le monde politique doit faire attention à cet échantillonnage. Pourquoi ? Parce qu'elles sont des citoyennes à part entière, je le dis. Elles vivent avec cette dualité. Mais jusqu'à quand vont-elles vivre avec cette dualité ? Tant qu'elles vivent dans cette dualité, c'est OK pour nous, ça fait partie de la quête de sens. On ne peut pas porter de jugement par rapport à cela. Mais deux, c'est les mouvements féministes, les associations, le vivre ensemble, ceux qui s'occupent du vivre ensemble. C'est de les approcher, de discuter avec elles, d'établir des ponts, de créer vraiment une ambiance de vivre ensemble pour éviter les ghettos et pour mener à bien l'inclusion sociale. C'est ça la seule solution, c'est la seule réalité sociale. Donc il y a la femme musulmane bruxelloise qui porte différentes sortes de hijab ou de voile ou de tenues vestimentaires traditionnelles, qu'elles soient originaires du Moyen-Orient ou bien de leur pays d'origine, le Maroc, mais il y a aussi la femme musulmane qui s'habille à l'occidental, moderne, qui ne porte pas le voile. Tout à fait. Et elle aussi, elle est discriminée, donc tant bien que mal. Et c'est pour ça que je dis, par rapport à certaines catégories, vous avez dit tout à l'heure les médias, il faut arrêter maintenant de se focaliser vers une image négative de la femme musulmane et de dire, bon voilà, aujourd'hui elles sont citoyennes à part entière, travaillons ensemble, mettons les choses en place, toutes les solutions qui peuvent être menées. Pourquoi ? Parce qu'il en dépend de la démocratie et du vivre ensemble. Vous lancez un chiffre un peu on va dire, un peu problématique, puisque vous annoncez que, selon votre étude, 75% des femmes musulmanes bruxelloises portent le voile. Oui, c'est 75%. C'est quand même extraordinaire. C'est 75% de l'échantillon que nous avons donc analysé. Donc encore une fois, qui n'est pas représentatif de l'ensemble de la région de Bruxelles-Capitale, mais c'est une évolution, exactement. Cette évolution, on peut l'analyser par une certaine exclusion. Exclusion, et par rapport à ça, c'est un paravent en disant, nous, heureusement qu'on a la communauté qui est fort développée, où il y a toutes des situations intrafamiliales, l'environnement, l'école, etc. Des mécanismes de solidarité traditionnels. Qui existent, exactement. Et là, le fait qu'elles portent le voile, eh ben, elles sont plus, d'après ce qu'elles disent, hein, elles sont plus respectées et elles peuvent s'admettre beaucoup de choses qu'elles ne pourraient pas faire. Est-ce qu'il y a une conclusion que le politique doit entendre ce soir dans cette émission par rapport à cette étude ? Oui, c'est vraiment mettre en place des ponts de dialogue interreligieux, parce qu'on a mis en place le centre, on a demandé, donc, une de nos propositions, c'est de mettre en place un centre. Il faut savoir qu'aujourd'hui, leur seul référent, je disais tout à l'heure, le seul référent, vous imaginez que par exemple en primaire, bon ça c'est le pack scolaire, je ne vais pas revenir dans le détail, mais d'après ce que les répondantes ont dit, même les mamans, elles nous ont expliqué sur le terrain, c'est que quand un gamin est inscrit à l'école, il choisit ses options d'ordre philosophique. Hein. On a toute une série catholique. Il est clair que les musulmans iront vers les musulmans. Mais il n'y a pas ce brassage. Donc déjà, les enfants en primaire sont déjà séparés au niveau des religions. Et plus ils grandissent, plus la séparation, elle est là. Mais malheureusement, peut-être que le culte catholique a peut-être d'autres lieux où ils peuvent s'exprimer, parler de l'islam, parler du culte judaïque, etc. Mais les musulmans, ils n'ont pas d'autres lieux où ils peuvent en parler. Donc, ce qu'ils font, ils grandissent et ils produisent un cadenas qui est vraiment monolithique. Et il y a pas. Nous, ce qu'on propose, c'est créer un centre où il y a donc un centre pluridisciplinaire où il y a une connaissance du judaïsme, du christianisme et de tous les courants philosophiques. Et des valeurs de la société dans laquelle ils vivent. Voilà, exactement, parce qu'ici et maintenant, aujourd'hui, ce qui est important, c'est vraiment le vivre ensemble. Une dernière question, Madame Bousselmati, parce qu'on a parlé que vous expliquez, ou bien ces filles vous ont expliqué qu'elles portent généralement cette tenue vestimentaire, le voile notamment, par réaction au refus de la société de les intégrer. Est-ce qu'il y a aussi peut-être des femmes qui sont victimes d'une pression sociale de la communauté, entre guillemets, musulmane, qui les pousse à porter le voile ou le hijab? Oui, si elles restent dans...
Donc on a aussi analysé aussi leur valeur identitaire, donc de femmes musulmanes au niveau de la communauté. Et plusieurs femmes nous ont quand même répondu qu'il y avait quand même une certaine influence de par si vous fréquentez toute la journée des femmes qui portent le voile et que vous portez pas le voile. Fatalement, à la fin. C'est pour ça qu'on demande de décloisonner. C'est vraiment ça le problème. Il faut décloisonner. Et comme ces femmes, encore une fois, je le répète, ce sont des citoyennes à part entière, pourquoi toujours les cantonner dans des ghettos, toujours les cantonner dans des quartiers où elles ne peuvent pas s'ouvrir? Développons, par exemple, des sorties vers le musée, vers les théâtres, vers d'autres quartiers, les quartiers UP, comme on dit à Bruxelles, où il y a un brassage. Et l'opinion publique se fera une idée aussi en disant, mais finalement, ces jeunes filles, quand on voit à l'extérieur, eh bien, elles ont un discours cohérent, et elles respectent les droits et les devoirs de la Belgique, elles respectent la constitution belge. C'est ça qui est le problème, c'est que ces femmes se disent, ça sert à rien qu'on va là, parce qu'à peine qu'on explique une chose, il y a toujours on rebondit toujours en arrière parce qu'on dit ça sert à rien. Elles se sentent tout le temps rejetées. Rejetées. D'accord. Alors, je vous remercie, Madame Bouselmati. Yes. On ne peut pas, dans cette émission, faire le tour de toutes les conclusions de votre livre. Mais on attend avec impatience sa publication. Okay. C'est prévu pour quand? Début mars. D'accord. D'ici là, peut-être qu'on va se revoir dans d'autres occasions pour parler des autres conclusions. Je vous remercie d'être parmi nous ce soir. C'est moi qui vous remercie de m'avoir accueilli. Avec Merci, plaisir. Passez notre bonjour à Amina, aussi votre sœur, sociologue, qui, rappelons-le, a participé à la réalisation de cette étude. Et quant à moi, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, سيداتي وسادتي، أقول لكم إلى اللقاء في حلقة أخرى من برنامج تجني توك. مع السلامة.